Bonjour à tous, donc bienvenue à notre événement spatial ESABIC français Space Tremplin. Donc on va attendre juste 2 minutes le temps que tous les participants puissent se connecter et après donc on vous présentera le programme de la matinée et puis on aura les interventions de Franck Salzgeberg de l'ESA et de Gilles Rabin du CNES pour introduire justement cet événement. Donc on revient vers vous dans 2 minutes quand il y aura plus de personnes connectées. Parfait. Donc, encore re-bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, le but de cette journée, c'est de vous montrer un petit peu l'écosystème spatial en France et plus spécifiquement l'écosystème des ESABIC français sud et On entend toujours ou pas? nord en France. Donc le programme de cette matinée, ça va être vraiment de vous montrer comment le spatial peut tourner. Enfin, la matinée va être séparée en plusieurs interventions. Donc, on va avoir une intervention d'abord de Franck Salzgeberg de l'ESA du réseau spatial en Europe. Ensuite, on aura l'opportunité d'avoir une intervention de Gilles Rabin qui va également nous présenter plus spécifiquement les ESABIC en France sur le rayonnement de ces deux ESABIC en France et du spatial de façon générale en France. Ensuite, on aura une intervention de Philippe Latt qui travaille donc à Aerospace Valley qui va nous montrer comment le spatial peut être une nouvelle opportunité pour créer de nouvelles startups. Et après, plus spécifiquement, une intervention de Loïc sur comment les données spatiales peuvent vraiment apporter une valeur ajoutée à votre entreprise. Et enfin, on finira avec les interventions de Jean-Marc Charbonnier et de Nicolas Louet sur le transfert de technologie et voir comment utiliser les brevets du CNES et de l'ESA pour votre entreprise. So now we'll just switch in English for a few minutes as we are welcoming Frank Salzgeberg. So Frank is the head of innovation and ventures office at ESA. So in other words, he's overseeing one of the largest space entrepreneurship network in the world. So we'll give him the floor to introduce a little bit the European Space Network. It's yours. Alexa, thank you so much, and sorry for my English and not my French. I told my kids recently that they should not do the same mistakes, so they're studying proper languages. I have not really a space background. I'm an industrial engineer. I've worked for Apple, had my own startup company, and today I would like to share a little bit with you also the secret of the ESABIC, which is really, as Alexa said, by large the biggest space-related entrepreneurship network in Europe. And it's not done really by us alone, it's done by partners. And I think that's the first secret which I want to share, because we are building on national excellence. We team up with the best in the region, because every business is regional and local. And therefore, my first thanks goes to our partners and friends. And since 2013, we have a place in the south of France, and Aude, Auril, Alexis, and also our dear friend Philip, which speaks later today. Thank you so much, and I think you're short for celebrating 100 companies supported, which I think is an amazing job. And also Alexa and the team joining the Nord cluster since 2018. And I think it's 37 companies supported, but don't get me wrong, because every month, every quarter, we have more. And of course, it's the success of all the partners, because it brings the people together. The ESABIC is also more than just a funding program, because it's a program that goes at least for 2 years. And there's a lot of work before going into the incubation, but it's also a lot of work after incubation. And we want to keep also in contact with these people. So based on the best partner network in the region, we also, as ESA, try not to do the things all ourselves. We outsource when we find people who can do that better than us. And there are lots, and we see today some of them. So the network is a little bit structured like a startup company itself, or at least ESA tries to play it like a startup company itself. We try to affect a lean structure and a cost-effective structure. And recently, our new director general and one of our future directors were looking to the program and said, well, where are the people? Where are the money? And we explained, it's co-funded. It's by the region. The power is in the region, not in ESA. And this is also the reason why it's running so well. We focus on the clear value and where ESA can bring added value.
And the added value is, for example, standardized selection, ESA branding, the global focus, what we have together and bring people together, managing complex space project and managing a startup company, both have to survive in a harsh environment. And maybe that's a little bit similar. And we focus on who we want to support. It's about the startups. It's not about ESA or governments. So we have a saying in Austria, when you go fishing, you have to take care that the fish likes the water and the hook, not the fisher. So it should be tasty for the fish, not for the fisher. And this is the reason why we always question and discuss with our partners what we can do better to help the startup companies more. On top of that is building trust, executing self-control, providing a proper judgment and critical thinking, empowers self-awareness and empathy. And you know, most important is to being authentic. We tell the truth to our partner, because building hardware is hard, but building space hardware is even harder. And we only do so well because we also supported in France by CNES. Without CNES, I think it would be not possible. And I do remember the first time when we had the idea or the request and the discussion to have an ESA BIC in Toulouse in the South Cluster, and we said to ourselves in the ESA group, I said, well, if CNES wants to do that, we're on the right track, because they're not selecting the wrong thing. So that therefore my tell goes to Mr. Fischer at that times, but also to Jill, Frederic, Jean-Marc, and not to forget our dear friend Didier. Today, or end of this year, all ESA BICs will have an incubation center. So we are covering all the ESA member states in over 60 locations. But that means also that you and our startups have over 66 locations to work with. So I always explain a little bit the ESA BIC. It's a big network. It's like a little bit the uncle and the aunts, where we have a little bit money in the pocket and the right address book and the correct advice. So you have a big family across Europe you can use. And the network runs so well that CERN has adopted it, the Czech Republic is adopting it. We just got the email yesterday from Avi Blocksberg from the Israeli Space Agency. They want to look into that, how we can help. So it runs very well, thanks to our partners. We are just enable, and this is also the job ESA has to speak. However, entrepreneurship is not a sprint, and it's not a marathon. Entrepreneurship, it's a decathlon. So this is what we also have to do. We have to support these decathlon, because the needs of every company is different from time to time. And the Irish have a nice saying, on the shoulders of the giants you see further. So what is next? What is the next step for the ESA BICs? I think we should find more giants. We should find how we can enlarge the support. And Space Founders, what Gilles is also supporting with CNES in DLR Germany, is a good start, because we need more giants where the startups can climb on, more to work with industry, more work to government, more work with VCs. And the second thing is, I think, and France is one of the countries having that in the view, how we can also help our companies going international, how we can help them in export, how we can help other companies countries working with us, yeah, and getting the deal flow, not via America, getting the deal flow via Europe, because that helps our industry, that helps our startups, and it helps our ecosystems. So building international bridges. That's it from my side. Let's do not stop here. Well, I think we have done an amazing job, or you have done an amazing job. Without your help, we will be not staying there. And now we have to see how we can even become better, faster, and more leaner for our startup companies to have, in celebrating the 100, celebrating the 50s, and in some couple of years, maybe double the numbers. Thank you so much, and I give back to Alexia, and thank you for all the support, friendship, and great meetings and great collaboration we have. Alexia. Thank you very much, Frank. I think it was really insightful for all the people hearing the webinar, and hopefully give some opportunities for the startups that are not yet in an ESA BIC to get some space in their business. So thank you very much.
Now, so we will switch in French now. So, on va accueillir maintenant Gilles Rabin, donc, qui est le directeur de l'innovation des applications et de la science au CNES, donc qui va nous montrer un petit peu le rayonnement des ESABIC en France et comment. Ok, ça coupe un peu, hein, excusez-moi. Donc, thank you, Frank. It's very interesting. You know, I'm very happy to work in the space sector. I'm not born in the space sector. I'm born in a biotech and so on. It's very interesting to work with the sector. It's a patient sector. Is a nice guy, but at the end, what is important is to meet people like you. I'm very happy to work with you, Frank, and I'm very happy to work with ESABIC and Center, and ESA is very important for us. Back to France. Peut-être deux éléments de cadrage, parce que j'ai bien sûr tous les éléments pour me dire tout le succès qu'on a fait, etc. Remercier tous nos amis, Philippe Latte, etc. D'embrasser de loin Jean-François Bolbouki, parce que c'est un ami, et là aussi, je suis très heureux de travailler avec un ami qui a réussi quand même les choses extraordinaires. C'est que ESABIC Nord quand même représente l'Île-de-France, la Normandie, le Grand Est, le Pays de Loire, et dans une région qui n'a pratiquement pas de spatial, c'est là où ESABIC Nord s'est implanté. Donc, une réussite exceptionnelle de Jean-François Bolbouki. Je dois dire que je suis très, très favorablement impressionné toujours par Jean-François. C'est toujours quelqu'un d'extraordinaire. Donc, deux éléments. Premier élément, le spatial, c'est plus une économie de stock, c'est une économie de flux. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est plus de défendre des technologies, des entreprises en place, mais c'est toujours de renouveler les entreprises, d'avoir de nouvelles entreprises et de travailler avec de nouveaux partenaires. C'est ça l'élément, à mon avis, central. Et j'allais dire, on a besoin, dans ce cadre-là, de forcer la création d'entreprises, d'aider la création d'entreprises, de tout faire pour qu'il y ait de nouveaux entrepreneurs qui travaillent dans le secteur spatial. Parce que s'il y a des nouveaux entrepreneurs qui travaillent dans le domaine spatial, on va élargir l'écosystème, on va élargir l'élément qui fait qu'on a de nouvelles richesses. Deuxième atout, c'est que le spatial évolue d'une économie d'infrastructure, les lanceurs, les satellites, à une économie de la donnée, j'allais dire, et je prends souvent l'exemple de Netflix. Hein. Netflix est passé d'envoyer des CD-ROM dans les boîtes aux lettres à faire des films et des séries. Donc le contenu devient plus important que le contenant. Et bien dans le spatial, c'est pareil. Le contenu des satellites, la donnée, devient plus important que le satellite lui-même. Et donc cette évolution-là, elle nous oblige là aussi à travailler avec de nouveaux intervenants, de nouvelles entreprises qui, elles, ont compris ça dès le départ, qui sont peut-être pas space origin, mais qui sont aussi d'autres secteurs qui peuvent nous apporter plein de possibilités et plein d'évolutions. Et nous avons besoin de cette économie de la donnée pour continuer à produire des satellites et des lanceurs. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas les satellites et les lanceurs qui nous donnent la donnée, c'est une économie de la donnée qui nous permettent d'avoir des lanceurs et des satellites. Donc, il faut un petit peu, j'allais dire, réfléchir à cela, et c'est grâce aux nouvelles entreprises et grâce à l'action des ESABIC que nous pensons que c'est possible. Le deuxième élément, j'allais dire, c'est exactement, à mon avis, ESABIC, l'exemple de ce qu'il faut faire. D'abord, le stand-alone n'est plus possible. Le stand-alone pays par pays n'est pas possible. Nous avons besoin de l'ESA, nous avons besoin de l'Europe pour développer une compétitivité de notre industrie. Et j'allais dire, sans l'ESA, sans l'Europe, la France, l'Allemagne, l'Italie, même ces grands pays du spatial, ne pourraient pas y arriver. Donc, j'allais dire, on ne peut avoir que la nécessité en tête de travailler au niveau européen immédiatement, et notamment pour les entreprises, au niveau européen et mondial, et c'est grâce à ESABIC qu'on arrive à faire cela. Et donc, j'allais dire, c'est un élément important et c'est un élément central de la stratégie du CNES. ESA, dans le domaine de la création de nouvelles activités, etc., est un facteur clé de succès. Le deuxième élément, c'est au contraire, entre guillemets, au contraire, je ne sais pas si on peut dire ça,
c'est la nécessité d'être près du terrain. C'est-à-dire que on dit toujours, en Allemagne, on dit Weltoffen, heimatnah, c'est-à-dire ouvert au monde, mais près du territoire. Et j'allais dire, ESABIC, c'est exactement ça, ouvert au monde grâce à l'ESA et près du territoire grâce à vous, les ESABIC. Alors, Fred m'a envoyé des éléments de langage avec des succès extraordinaires. Alors, 100 startups bientôt. Donc, à Toulouse, c'est plus 99, c'est ESABIC Sud, c'est 100 startups avec des réussites extraordinaires. Des réussites quand même impressionnantes aussi des ESABIC Nord-France avec 250 emplois. Et j'allais dire, donc on a à la fois un savoir-faire extraordinaire et une proximité des territoires qui est indispensable pour la réussite de cela. C'est vous, acteurs du terrain, qui connaissez les entreprises et qui savez travailler, qui savez mieux que quiconque, mieux que le CNES, mieux que l'ESA, quelles sont les entreprises qu'on peut aider, comment on peut les aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Et j'allais dire, moi, un spécial thanks pour Phil Platt, qui est une personne qui a un caractère au moins aussi tordu que le mien. Mais ce qui est bien avec Philippe, c'est qu'on avance et qu'on, grâce à lui, grâce à son caractère, grâce à sa volonté, grâce à son ambition, vous avez réussi à créer un lien extraordinaire avec des startups et des entreprises et vous avez montré une ambition très forte par rapport à ce secteur-là. Et j'allais dire vraiment un merci du fond du cœur à Philippe. Je sais qu'il va bientôt peut-être voguer vers d'autres horizons. J'allais dire, il nous manquera et je voulais le remercier aujourd'hui pour tout son travail et on continuera à le voir et en tout cas à écouter ses conseils parce que c'est la personne qui m'a le plus impressionné dans l'écosystème toulousain, notamment concernant le spatial. Donc merci à Philippe et merci à nos amis des ESABIC Nord, où j'aime à le rappeler, vous avez le nord de la France, sauf Strasbourg, hein, je vous le rappelle, puisque Strasbourg a réussi à se maintenir avec les habitudes. C'est encore une histoire de Philippe. C'est toujours Philippe qui a réussi ce coup magistral en faisant en sorte que Strasbourg soit partie des ESABIC Sud. Donc voilà, c'est le seul endroit en France où Strasbourg fait partie du Sud. Donc, magnifique réussite, magnifique envie. J'allais vous dire, moi, je voudrais vous proposer un défi quand même pour les années à venir. Il faut que nous soyons capables, ensemble, de définir quels sont les secteurs, quelles sont les entreprises et quelles sont les méthodes pour encore mieux travailler, encore mieux aider ces entreprises. Donc moi, j'ai envie qu'à un moment ou à un autre, vous savez, on parle beaucoup d'assises en ce moment, l'assise du New Space, l'assise, etc. Moi, j'aimerais bien qu'à un moment, ensemble, on se mette autour de la table avec vos entreprises et qu'on travaille sur comment est-ce qu'on peut mieux faire encore de la politique industrielle spatiale en France et en Europe, comment grâce et avec l'ESA, nous pouvons encore faire mieux et nous développer. C'est, j'allais dire, un défi que je vous propose. Et c'est vraiment, je pense, le moment pour le faire. Le spatial est au cœur de plein de réflexions. Le spatial est au cœur de plein de nouvelles idées. Aujourd'hui, nous devons encore mieux nous améliorer. Nous avons fait un travail fantastique. Vous avez fait un travail fantastique. Comment peut-on passer à l'étape supplémentaire et encore mieux travailler? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles. Défi relevé, on va faire notre mieux. Thank you very much, Frank, also for your participation. Merci à l'ESA et au CNES parce que sans vous, rien ne serait possible. On est au charbon, mais c'est parce qu'on est dans un dispositif national et européen que tout ça fonctionne. Et c'est parce qu'aussi on a des experts du CNES qui au quotidien peuvent accompagner nos startups qui en ont bien besoin. Donc vraiment merci et merci pour cette introduction. C'était important pour nous de pouvoir vous faire parler et de pouvoir vous mettre en valeur aujourd'hui. Donc maintenant on va pouvoir enchaîner sur la suite du programme. Encore un grand merci. Et du coup Philippe qui a été cité juste avant va être notre prochain intervenant. Donc Philippe, tu peux allumer ta caméra si tu nous entends. Du coup, Philippe, qui est directeur délégué au spatial au niveau d'Aerospace Valley, va nous donner une vision de comment le spatial est une opportunité pour les startups en termes de développement. Et voilà.
Donc du coup, Philippe, je vais te laisser la parole et ensuite on enchaînera avec Loïc qui vient d'apparaître, je vois, qui du coup nous donnera plus d'éléments sur tout ce qui est données spatiales et comment ça peut avoir une valeur ajoutée pour les startups. Donc du coup, Philippe, je vais te donner la main. Alors, tu nous entends ou pas? Ah, je ne t'entends pas par contre. Pour lui pardonner, il est un peu vieux, hein, je veux dire. Il a toujours du mal avec ça. Il va y arriver, hein, c'est sûr. D'habitude, ça fonctionne. Voilà. Normalement, je t'ai donné la main de partager l'écran. Ah, t'entends toujours pas. Et je crois qu'il a compris qu'il y avait un micro, hein, quelque part. Vous m'entendez là ou pas? Oui, c'est bon. Bonjour. Ah, tu vois Gilles, tu vois vaincu la technique. Bon, bonjour à tous. Hello Frank. I don't know if you are still here. So thank you very much, Frank, for your introduction and for your support during all these years. Merci Gilles pour ce que tu as dit globalement et voilà, ça me touche beaucoup et merci du support du CNES permanent et y compris financier parce que je sais que c'est important. Voilà, il faut quand même savoir que globalement, l'argent de l'ESABIC passe par des programmes optionnels. Donc en fait, c'est comme un choix du CNES de mettre de l'argent sur ce sujet au détriment d'autres choses. Hein. Donc je sais que le CNES tient à le faire savoir et c'est tout à fait normal. Je veux dire, c'est des arbitrages. Cet argent-là, il ne va pas ailleurs, quoi. Hein. Donc c'est quand même un soutien, au-delà du soutien technique, il y a un soutien financier du CNES pour nos startups. Voilà, donc écoutez, merci à tous. Alors, moi, je vais faire une petite intervention juste parce que, en fait, il y a quelques semaines, j'ai rencontré des fonds d'investissement, enfin un fonds d'investissement, et qui n'était pas du tout dans le spatial. Et en fait, ce fonds d'investissement il a dit, mais moi, j'y comprends rien. J'entends parler du spatial. Et en fait, mais qu'est-ce qui se passe dans le spatial? Pourquoi, d'un seul coup, là, depuis quelques années, on entend parler de start-up du spatial dans tous les sens, etc. Qu'est-ce qui a changé? Et voilà, alors je lui ai parlé, etc. Et puis je me suis dit, tiens, si j'essayais de mettre quelques éléments sur un papier pour essayer d'expliquer, en fait, déjà à moi-même et aux gens que je rencontre, qu'est-ce qui a changé dans ce milieu-là dans les dernières années et qu'est-ce qui fait qu'on vit une époque, alors ça a été très bien résumé par Gilles, dans lequel les choses changent extrêmement vite. Parce que moi, contrairement à Gilles et à Franck, je suis un vieux du spatial. Hein, j'ai commencé dans les années 80, vous voyez, voilà. Et c'est vrai que de 88, où j'ai commencé à 2000, je dirais 2005-2010, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans le spatial. Et c'était un peu toujours la même chose, toujours les mêmes acteurs, etc. Puis d'un coup, on va dire, ces dernières années, on a vraiment vu un changement, des boîtes, enfin, des entreprises qui apparaissaient avec des modèles économiques complètement nouveaux, avec des choses qui paraissent aux anciens du spatiaux comme nous un peu folles, etc. Voilà, donc j'ai essayé de présenter une petite présentation. Elle vaut ce qu'elle vaut. Il y a plein d'erreurs, d'imprécisions, comme toujours. Mais voilà, voilà. Tu la passes, Aurélie? C'est toi qui as la main sur ça? Ah, mais du coup, je t'entends plus, moi. Vous m'entendez? Parce que j'entends plus personne. Parce que j'avais coupé mon micro. Non. Mais je t'avais donné la main. En fait, si tu veux, si tu veux la lancer, c'est peut-être plus facile pour que tu gères tes passages. Si tu veux. Alors. Comme tu veux. Et du coup, je clique sur quoi? Attends, bouge pas, j'essaie de l'ouvrir. Attends, hop. Décidément, ce matin, la technique me joue des tours. J'ai des messages absolument incompréhensibles. Ah, attends, sinon je vais aller là. Tu es sûr que tu es devant l'ordinateur et pas l'autocuiseur Merci Loïc, t'es adorable.
Je t'ai pas remercié, Loïc, excuse-moi, mais parce que aussi, je ne vais pas remercier tout le monde, mais bien entendu, tu es associé à tout ce qu'on a fait ensemble depuis plusieurs années, hein, bien évidemment. Alors, mais j'ai rien qui marche, excusez-moi. Tu peux me le mettre Oui, c'est bon, je l'ai trouvé, je vais la lancer. je ne comprends pas pourquoi. Il me dit qu'il y a un problème de téléchargement. Je te l'ai bien envoyé quand même. Oui, c'est bon, oui, je l'ai. Alors, attends. Non, ça ne marche pas. Hop. Voilà. Allez, je te donnerai de passer. Donc, voilà. Planche suivante. Donc, vas-y, Aurélie. Donc, en fait, hop, vas-y, j'attends que tu passes. Voilà. Voilà. Donc, en fait, globalement, toute cette histoire, elle a quand même commencé avec un transfert au privé des activités de la NASA. C'est-à-dire qu'il y a une grosse dizaine d'années. Ça, on l'oublie un peu peut-être, c'est-à-dire qu'en fait, on a quand même tendance à penser que SpaceX, là, il est sorti ex nihilo de nulle part. Alors, bien entendu, ça n'enlève rien aux qualités d'ingénieur et d'homme d'affaires de Musk, mais quand même, ces gens-là, ils ont récupéré du savoir-faire, des années de recherche et développement qui avaient été faits au sein de la NASA, etc. Donc en fait, il y a eu quand même une volonté politique hein, des États-Unis de donner une place beaucoup plus forte au privé, que ce soit le privé civil ou le privé militaire, avec des contrats à la clé, etc. Et du coup, qui ont attiré effectivement ces industriels et ces hommes d'affaires en se disant, ben là, il y a des choses intéressantes à aller prendre. Hein. Voilà. Et donc, du coup, quand même, ces gens-là ne sont pas complètement partis de rien pour développer tout ça. Donc, ces nouveaux acteurs, quand même, ils ont amené beaucoup d'argent. Puis, comme ils venaient de milieux un petit peu différents, ils ont amené finalement des approches très différentes sur notamment l'industrialisation. C'est vrai que l'industrialisation, par exemple, de ce que fait SpaceX, c'est absolument remarquable dans la verticalisation, dans un certain nombre de sujets. Donc, effectivement, ils ont aussi amené énormément autour de ça. Et effectivement, tout ça, ça a quand même conduit dans un. Donc, et c'est un des premiers facteurs importants de l'évolution de la situation, c'est une réduction drastique des coûts de lancement, une réduction continue des coûts de lancement depuis une dizaine d'années. Alors, je n'ai pas les chiffres, mais on parle de dizaines de pourcents par an de réduction. Et c'est en train de continuer avec les petits lanceurs, avec les cadences de plus en plus fortes de lancement. J'ai lu il y a 2 jours que SpaceX annonçait sortir un moteur Raptor 2, qui est leur moteur industrialisé, un moteur tous les 48 heures. Donc, ça fait 200 moteurs par an, quoi. Donc, on voit qu'on n'est pas passé, c'est pas de l'automobile, mais c'est plus du spatial tel qu'on le connaissait avant. Et donc, cette baisse des coûts d'accès à l'espace va continuer. Et ça, c'est un des facteurs importants. Point suivant. Planche suivante, Aurélie. Voilà. Alors, juste quand même pour illustrer, ça, c'est les budgets gouvernementaux américains qui ont en partie servi à développer et qui continuent à servir à développer toutes ces entreprises. On voit qu'ils n'ont aucune commune mesure avec ce que nous, on peut mettre là-dessus. Et ceci explique quand même un peu cela, hein, évidemment, parce que c'est une forme, quelque part, de soutien extrêmement fort à l'industrie américaine et aux nouveaux entrants, justement. Planche suivante. Alors, l'autre facteur, j'ai mis les nanosatellites, mais en fait, c'est plus largement les petits satellites. J'aurais plutôt dû dire les petits satellites. C'est-à-dire que dans les dernières années, il y a eu énormément de développement technologique. Hein, ça bouge très vite, tout ça. Donc, du coup, on a une tendance très forte à la miniaturisation des satellites, c'est-à-dire ce qu'on faisait avec un satellite de 4 tonnes il y a 20 ans ou 30 ans. Maintenant, on fait avec un satellite de 500 kilos et on voit arriver effectivement les nanosatellites avec des technos encore plus avancés, des technologies intégrant des calculateurs de smartphones, des ARM ou des NVIDIA qui commencent à apparaître avec des capacités de calcul très importantes. Donc, là aussi, on a eu une évolution technologique. Cette évolution technologique, elle a conduit à une miniaturisation, donc, et à une industrialisation, du coup, parce que comme c'était plus petit, moins cher, etc., on en a fait plus.
Et là aussi, on a vu une industrialisation ces quelques dernières années et qui a vraiment pris de l'ampleur, alors vraiment très récemment, avec les OneWeb, les Starlink et dans les nanosatellites, des entreprises comme GomSpace et j'en passe, hein, des Spire, etc., qui sont effectivement sur ces modèles d'industrialisation de séries assez importantes. Hein. Voilà. Et donc, du coup, cette miniaturisation, cette industrialisation, elle a conduit à quoi? Elle a conduit à une réduction des prix des satellites. Hein, c'est de moins en moins cher. Même pour des trucs un peu gros, les prix sont en réduction permanente, à capacité égale, à des facilités de développement. C'est-à-dire que plus c'est industrialisé, plus il est facile en fait d'aller acheter un satellite pour une mission donnée. Si vous allez sur le site de GomSpace, par exemple, sans faire de publicité pour eux, mais on voit dans leur offre, c'est vous arrivez avec une idée de capteurs, etc. Et ils vont vous aider à intégrer, ils vont vous fabriquer le satellite, ils vont vous le lancer. Si on prend l'entreprise française Unseenlab, que plein de gens connaissent, en fait, ils se sont appuyés sur GomSpace pour développer leur satellite et derrière pouvoir faire leur mission. Et tout ça, ça a conduit à quoi? Ça a conduit à, d'un côté, effectivement, une explosion du nombre de satellites, donc une explosion du nombre de données, des données de plus en plus précises, de moins en moins chères, etc. C'est exactement ce que disait Gilles, donc une économie du contenu, où finalement l'infrastructure pèse de moins en moins par rapport effectivement au coût et au bénéfice du donné. Donc ça conduit à des nouveaux services permanents. Alors, des nouveaux services, soit à base de données existantes venant de satellites qui existent en orbite, soit, et je reprends l'exemple de Unseenlab, en disant, nous, on va développer un nouveau service et pour ça, on va lancer nos propres satellites qui vont faire leurs propres mesures et on va combiner ça à des mesures existantes et on va du coup délivrer un service qui est un service très spécifique puisqu'il est lié à un capteur très particulier. Voilà, donc en fait, c'est tout ça qui est en train de se passer. Hein, et une fois qu'on mouline tout ça, c'est très simplifié, hein, mais c'était juste pour illustrer. Et une fois qu'effectivement on mouline toutes ces tendances, passe à la slide d'après. Voilà, donc ça c'est pour illustrer effectivement l'explosion du nombre. Donc c'est une courbe qui nomme le nombre de satellites actifs en orbite, indépendamment de leur masse. Hein. Donc vous voyez qu'effectivement, alors jusqu'à 2019, on a eu une explosion. Peut-être qu'en 2020, et encore, j'en suis même pas sûr, ça s'est un peu stabilisé. Mais cette courbe est très éloquente hein, c'est l'illustration de mes deux tendances. Hein. Baisse des coûts de lancement et baisse des coûts d'accès aux infrastructures orbitales. Planche suivante. Et du coup, alors ça c'est effectivement pour illustrer que les nombres de satellites qui ont été lancés, on voit effectivement que ça c'est plutôt le phénomène d'industrialisation. On voit que le nombre de satellites lancés, il est en très forte augmentation. Et encore, je ne suis pas sûr que ça intègre les dernières annonces des Chinois qui ont annoncé 13 000 satellites, etc. Voilà. Et on voit qu'effectivement, dans cette courbe, on voit qu'il n'y a pas que des petits satellites. Les petits satellites, c'est vraiment les nanos, c'est les bleus foncés. On voit qu'il y a aussi des satellites plus gros, hein, les 100-500 kilos, qui sont toutes les constellations, les OneWeb, les Starlink et j'en passe, qui sont quand même des satellites un petit peu gros, mais qui sont extrêmement industrialisés, d'où effectivement ces quantités-là. Passe à la planche suivante. Alors, du coup, tout ça c'est un marché vachement grand, et ce marché, en fait, et là, encore une fois, je reprends ce qu'a dit Gilles. On voit bien que le marché total, estimé du spatial, il y a à peu près 300 milliards de dollars en 2018, avec une estimée de à peu près 500 milliards de dollars en 2030. Et on voit que l'essentiel de ce budget, il est sur le downstream, c'est-à-dire les services. En fait, les services de télécommunication, les services de localisation, l'observation de la Terre. Finalement, la partie infrastructure, je ne dirais pas qu'elle est un peu marginale, mais on pourrait quand même un peu le dire, même si c'est quand même des sommes très importantes. Donc on voit qu'effectivement, on a un marché extrêmement important et en très fort développement. On parle entre 5 et 10% d'augmentation chaque année.
planche suivante. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, donc du coup, tout cet environnement, il a permis une éclosion et il permet une éclosion continue, je dirais, d'entreprises. Hein. La logique de flux de Gilles, c'est-à-dire que, alors on a des gens qui disent, bah moi, je vais fabriquer, comme il va y avoir plein de petits satellites, je vais fabriquer des petits lanceurs. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a une centaine de projets de petits lanceurs. Alors malheureusement, il n'y en a pas de mature, je dirais, en France, mais il y en a 3 en Allemagne, par exemple, et puis il y en a qui sont déjà opérationnels, comme Rocket Lab, hein, voilà, qui se disent, on va prendre des marchés de niche pour lancer quelques nanosatellites de façon très réactive, très rapide, etc. Donc, du coup, ensuite, sur le volet industrialisation, on a des entreprises qui disent, bah, plus qu'il y a des grandes séries de satellites, plus que ces satellites sont de plus en plus standards, il faut qu'on puisse proposer des composants, appelons ça comme ça, le plus standard possible, qui puissent être montés sur plein de types de satellites. Alors, j'ai cité un exemple, mais il y en a plusieurs. Des boîtes comme Exotrail, ils disent, bah, nous, on va fabriquer un petit propulseur, là, tac, qu'on va pouvoir monter sur des petits satellites de façon un peu… voilà, donc on va profiter finalement de ce phénomène d'industrialisation de la filière infrastructure. On voit apparaître des gens du coup qui travaillent sur tout le volet service en orbite, opération. Alors à Toulouse par exemple, il y a Loft Orbital qui est venu s'installer en disant ben moi, si vous voulez développer un service à base de satellites, je m'occupe de tout. En fait, vous m'amenez un capteur, je peux même vous le trouver, et moi je vous trouve le satellite, je vous l'intègre, je vous trouve le lanceur, voire même je vous l'opère en orbite, etc. Voilà, donc ça, c'est des modèles effectivement qui ont pu apparaître grâce à la réduction des coûts et de l'industrialisation. Du coup, effectivement, on a des gens qui se positionnent sur alors à ce moment-là, un peu différemment, sur des infrastructures de services, c'est-à-dire ils disent, moi, je vais mettre une infrastructure et je vais vendre des données, etc. Donc, on a Starlink, c'est le plus connu, en disant, voilà, je vais lancer 10 000 satellites et je vais vendre des services. Et puis derrière, on a tous les gens qui exploitent tous ces services, que ce soit dans la localisation, l'observation, la télécommunication. Et là, on est dans le monde du numérique, hein, clairement, avec toutes les applications que vous voyez dans tous les domaines, de la sociétaux, voilà, sociétaux. Point suivant. Alors ça, c'est quand même des acteurs qui sont dans la continuité historique. Vas-y, voilà. Et puis, du coup, au-delà de ça, on voit apparaître effectivement énormément de nouveaux acteurs sur des choses un petit peu nouvelles et qui étaient vraiment l'apanage des agences spatiales. Alors, du coup, il y a des gens qui disent, bah, comme il va y avoir plein de satellites en orbite, il va falloir les maintenir, les ravitailler, les surveiller, etc. Donc, on a tous les concepts de ravitaillement en orbite, de surveillance de l'espace, qui va être, à mon avis, un des axes de développement extrêmement forts dans les années à venir, parce que ça va devenir un enjeu extrêmement majeur, que ce soit pour la défense, pour la sécurité, mais aussi pour l'exploitation des services. Hein. Donc, on a des sociétés qui se positionnent sur ça. Hein. À Toulouse, on a Spaceable, par exemple. Et un peu plus loin, on a tout ce qui est exploitation minière, fabrication en orbite, installation de bases lunaires ou martiennes. Donc, le CNES, par exemple, a lancé un incubateur dont j'arrive plus à me souvenir, enfin, un dispositif d'incubation qui s'appelle Moon. J'ai oublié le nom, vous le rappellerez, pour essayer de trouver des startups qui ont des idées extrêmement originales et avancées sur qu'est-ce qu'on pourrait faire sur une base lunaire pour produire de l'oxygène, pour produire du carburant, etc., etc. Donc on voit ça, c'est vraiment des choses un peu plus futuristes, mais à la vitesse où ça va, on peut penser qu'il va se passer des choses dans ces domaines-là dans les années à venir. Donc tout ça pour dire que, pour essayer d'expliquer qu'en fait, finalement, de quelque chose assez statique, qui était limité finalement à la fabrication de satellites, de lanceurs et puis l'exploitation, on a maintenant quelque chose de beaucoup plus vaste en termes de possibilités. Et effectivement, pour nous les anciens du spatial, des fois ça remue un peu de voir des gens avec des modèles économiques et des ambitions qui paraissent des fois extrêmement bizarres, mais qui sont parfaitement légitimes.
Et voilà. Donc, bon, voilà où on en est et voilà pourquoi il faut continuer à essayer de détecter et d'inciter les gens à développer dans tous ces domaines-là. Et je pense qu'on a même oublié pour effectivement développer ce flux de startups en France qui derrière vont enrichir la techno et enrichir l'écosystème. Voilà, voilà ce que je voulais dire, juste une petite réflexion personnelle sur ces sujets-là. Voilà, merci Aurélie et Alexia. Merci beaucoup Philippe pour cette présentation très intéressante qui donne des perspectives et qui place et qui pose les bases pour la suite de la journée. Donc je sais pas, on n'a pas trop de temps pour prendre des questions, mais peut-être qu'on peut maintenant le temps qu'on donne de la main à Loïc. Alors, essayer de sortir un. Hop. Donc, si jamais vous avez des questions, vous avez un petit pancart questions, vous pouvez les poser. Alors, Loïc, je te trouve. Donc, normalement, Loïc, tu as eu une notification pour prendre la main. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, très bien. Parfait, je vais mettre en plein écran. Il n'y a pas de questions qui arrivent. C'est que tu as été d'une clarté limpide, Philippe. Donc, du coup, comme on n'est pas très en avance sur le programme, on va enchaîner. Si vous avez des questions qui vous viennent a posteriori, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. On pourra toujours relayer s'il y a besoin ou prévoir des petits rendez-vous à la suite du webinaire. Donc, mais merci Philippe, je ne te vois plus, tu es parti. Mais du coup, maintenant, Loïc, c'est à toi. Donc, Loïc, qui est responsable des programmes satellites chez SAFE, SAFE qui fait d'ailleurs partie du consortium de l'ESABIC Sud-France, va pouvoir du coup nous donner un petit peu plus d'informations sur tout ce qu'on peut faire avec les données satellites. Donc, c'est à toi, Loïc. Merci Aurélie, merci à tous et bonjour à tous les participants. Oui, donc comme Philippe vous l'a précisé, le spatial est en complète évolution. Cette évolution a une influence non seulement sur les infrastructures elles-mêmes, mais évidemment sur le champ des possibles en termes d'usage. Et donc, je vais essayer de vous présenter en quelques minutes, le plus rapidement possible, tout ce qu'on peut faire avec, on va dire, avec le segment spatial pour nous qui sommes bien les pieds sur Terre et qui avons des enjeux économiques et d'usage par rapport au spatial. Alors, ces planches sont en anglais, je m'en excuse. Elles seront évidemment commentées en français. Et elles sont assez riches en informations que je pourrais pas tout vous commenter, mais j'ai trouvé intéressant de vous laisser tout ça dans la présentation pour que vous l'ayez a posteriori et vous puissiez vous y référer. Donc, concernant le spatial, je pense qu'il y a une chose qui est importante avant de commencer à répéter ou plutôt à présenter. C'est qu'un satellite, c'est quand même quelque chose d'assez particulier et il y a une vision toujours assez, que je qualifie souvent d'hollywoodienne du satellite, c'est-à-dire que le commun des mortels se fait souvent une idée de ce qu'on peut faire avec un satellite par le biais des films d'Hollywood, c'est-à-dire comme Ennemi d'État ou des choses comme ça, où on suit les gens un peu en temps réel, avec un aspect un peu Big Brother et un peu, on va dire, très mal intentionné. Mais faut bien se rendre compte qu'avec un satellite, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, et c'est peut-être pas aussi simple que ça. Et il y a une question, les usages sont assez restreints par rapport à la nature orbitale de ces systèmes. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui tourne au-dessus de votre tête et qui va tourner au-dessus de votre tête d'autant plus rapidement qu'il est placé proche de la Terre. Donc ça, c'est un point important. Ça veut dire que plus vous êtes près de la Terre, plus vous avez quelque chose qui défile. Et donc, plus vous êtes près et mieux vous voyez les choses, mais aussi moins vous restez longtemps à la verticale du même point. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, les trois segments
qu'on va traiter ici très rapidement, c'est la géolocalisation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un satellite? Vous pouvez tous vous géolocaliser à partir de votre, smartphone. Et ça, c'est fait à partir de satellites. Le côté télécommunication, je pense qu'il y a pas mal de cas d'usage, dont le fait de recevoir la télé par satellite, c'est de moins en moins fréquent, mais quand on n'a pas la fibre optique, ça reste quand même un très bon moyen. Et ensuite, un gros morceau qui est assez mal connu, ou partiellement connu, c'est celui de l'observation de la Terre. Donc ces 3 segments sont liés à deux gros programmes européens institutionnels. Pour la géolocalisation, c'est le programme Galileo, où il y a un investissement de plus de 13 milliards. Et le programme Copernicus pour ce qui est observation de la Terre, donc avec un programme qui avoisine les 8 milliards. Alors, on va commencer par l'observation de la Terre. Tout d'abord, comme je disais en introduction, un satellite, c'est quelque chose qui est en mouvement permanent. On parle même de chute permanente. Donc, ça va changer assez drastiquement le mode de fonctionnement du satellite. Et on va avoir plusieurs modes on va dire, de capture d'image. Vous avez des satellites comme Sentinel-1 et Sentinel-2, qui sont des satellites donc, du programme Copernicus, qui vont être capables de faire ce qu'on appelle une acquisition permanente. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est en gros, il faut retenir que vous allez avoir une image à peu près tous les 3-4 jours disponible. Et ça, ad vitam aeternam, par rapport à la durée de vie du satellite, bien sûr. On y reviendra après une image tous les 4 jours, modulo certains paramètres quand même. Le deuxième mode de fonctionnement, c'est ce qu'on va appeler l'acquisition programmée, c'est-à-dire là, vous n'êtes pas dans une bibliothèque d'images, c'est que vous commandez un prestataire une image donnée à un endroit donné, dans des situations données, et vous récupérez cette image-là, et celle-là, vous comprenez bien qu'elle va vous coûter plutôt cher, parce que c'est de l'image à la demande. Et là, on est dans des programmes de type Pléiade ou Spot. Donc, ces deux modes de fonctionnement qui peuvent paraître assez proches, économiquement parlant, ce sont deux modes de fonctionnement qui sont diamétralement opposés. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir avec un satellite? On va pouvoir voir des images, ce qu'on appelle des images panchromatiques, c'est-à-dire ces images qui ont, a priori, pour vous qui aimez les choses un petit peu, pour les utilisateurs lambda qui aiment les choses un peu belles, c'est des choses qui sont en noir et blanc, mais qui sont extrêmement riches en informations, mais qui vont mêler tout un tas de comment dire, de types d'informations différentes dans une seule et même image. Par contre, là, on va avoir beaucoup de résolution et d'informations de haut niveau. On peut aussi faire ce qu'on appelle de l'imagerie hyperspectrale, c'est-à-dire qu'on va avoir une image qui n'est plus en rouge, vert, bleu comme on a l'habitude d'avoir sur nos ordinateurs, mais voilà, avec non pas 3 bandes de couleurs, mais jusqu'à 8, 12, 100 bandes de couleurs différentes. Et donc avec une image extrêmement enrichie, on va pouvoir voir des choses un peu plus précises. De l'imagerie radar, donc pour avoir une image permanente, on y reviendra. De l'altimétrie ou de la bathymétrie, c'est-à-dire on va regarder l'altitude de la Terre, au moins du terrain, et on va pouvoir voir aussi la profondeur des océans ou des plateaux océaniques. Ensuite, l'interférométrie radar, j'y reviendrai aussi, c'est une capacité du satellite à pouvoir voir des différences d'élévation du terrain, mais des différences qui sont très, très minimes, inférieures à 1 millimètre. Alors, je vais passer très rapidement là-dessus. Voilà aujourd'hui un type d'image, ce qu'on appelle en orthophotographie, c'est-à-dire vous regardez à la verticale et vous avez une image, par exemple, ici de l'atoll de Bora Bora, je vais y arriver, qui a été proposé par le satellite Pléiade. Donc là, vous avez une image à une résolution de 50 cm. Donc ça peut être des images extrêmement belles, mais aussi avec beaucoup d'informations à exploiter. Vous pouvez aussi regarder
avoir des images, non pas en orthophotographie, mais cette fois-ci avec un angle de vision. C'est-à-dire que vous pouvez regarder ce que vous ne verriez pas en orthophotographie, qui est le viaduc de Millau, ici. Bah, vous pouvez voir les piles de pont parce que vous avez un angle d'inclinaison. Et vous regardez les choses par le biais. En termes d'imagerie hyperspectrale, on n'a évidemment pas la capacité sur nos ordinateurs à voir des images en rouge, vert, bleu, ultraviolet, tout ce que vous voulez. Donc, on est limité à 3 canaux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des fausses couleurs. On va, par des algorithmes, récupérer de l'information pour pouvoir discerner des choses qui nous intéressent en imagerie hyperspectrale. Donc là, typiquement, vous avez l'image d'un feu de forêt en Afrique du Sud, où on voit les zones brûlées en noir et on voit la végétation en rouge. Donc, ce n'est pas très habituel pour nous de voir la végétation en rouge, mais c'est comme ça. Ça permet au moins de bien visualiser les choses. On peut aussi, en ayant plusieurs points de vue différents, faire de la, on va dire, de la stéréo-image, c'est-à-dire avoir de l'information ici sur la profondeur d'une mine de, je crois, d'or ou de cuivre en Afrique du Sud toujours, et donc de pouvoir suivre l'exploitation de cette mine avec des, on va dire, des niveaux d'altitude que vous pouvez visualiser en forme d'escalier là sur la droite de l'image. En imagerie hyperspectrale, on peut aussi voir la maturité des végétaux, c'est-à-dire qu'ici vous avez des champs de blé, je crois, qui apparaissent en rouge pour ce qui est mûr et en vert pour ce qui n'est pas mûr. Donc ça peut aider les agriculteurs à savoir quand est-ce qu'il faut récolter, quand est-ce qu'il faut moissonner. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en imagerie optique, là je vous ai montré un monde un peu idyllique, mais la plupart du temps, voilà ce qu'on voit au niveau de la France, c'est-à-dire qu'on voit surtout des nuages. Donc la plupart des images ne sont pas exploitables parce que voilà, comment dire, la vision est obscurcie par la couverture nuageuse. Donc ça dépend très fortement des conditions d'observation. Ça dépend aussi du cycle jour-nuit. En imagerie optique, la nuit, on ne voit rien. On n'a que des images noires, mais la plupart du temps, on s'arrange évidemment pour ne pas prendre des images à ce moment-là. Mais si le satellite passe de nuit au-dessus d'un territoire, ben en optique, il ne voit rien. Donc, pour remédier à ça, on peut passer à de l'imagerie radar. Et donc, en imagerie radar, on commence à voir, enfin, on peut voir, quelle que soit la couverture nuageuse ou même de nuit, on peut voir des choses. Alors, le revers de la médaille, c'est qu'on a une moins bonne résolution, mais on est assuré d'avoir des images en permanence. Là, vous avez une image d'une pollution marine provoquée par le dégazage d'un bateau et qui est suivie par un satellite. Donc, on voit la traînée de mazout qui, au nord de la Corse qui évolue. Et ça permet de retrouver les pollueurs. En interférométrie radar, on va pouvoir, par exemple, suivre, ici vous avez une image du port de Marseille, vous avez en rouge des zones qui se sont affaissées. Et ça, le satellite, entre deux passages, il est capable de voir si un bâtiment s'est affaissé d'une hauteur inférieure à 1 mm, comme je disais tout à l'heure. Donc là, on peut aussi, en termes d'usage, voir des choses extrêmement intéressantes comme la fonte des glaces, regarder des mouvements de terrain, des éboulements, etc. Puis des choses beaucoup plus comment dire, novatrices comme surveiller les parkings de supermarchés ou les ouvrages d'art. Alors ça, je vais passer très rapidement là-dessus. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on souhaite regarder, utiliser de l'observation de la Terre, il faut qu'on soit très clair sur ce que l'on attend en termes de caractéristiques techniques, c'est-à-dire à la fois la résolution spatiale, c'est-à-dire le plus petit élément qu'on peut voir, la précision, c'est-à-dire l'emplacement exact de ce que l'on regarde, et la géolocalisation, les périodes de revisite, savoir tous les combien de temps on va avoir une nouvelle image qui va être mise à jour, ce qu'on appelle la fauchée, c'est-à-dire ce que le satellite voit en termes de largeur d'observation, et puis l'élément important, c'est la permanence, c'est-à-dire à la fois on va dire le temps de revisite, mais aussi sa sensibilité aux conditions atmosphériques et nuageuses et au cycle jour-nuit.
Donc, quelques exemples de ce que l'on peut voir. À 10 mètres de résolution, on voit tout ce qui est agglomération. À 3 mètres de résolution, on commence à voir l'empreinte au sol des bâtiments. À 50 cm de résolution, on peut dénombrer les véhicules sur un parking. Voilà, c'est juste pour vous donner une petite idée du potentiel en fonction de la résolution. On va juste passer à Galileo en quelques minutes. Je ne vais pas dire grand-chose sur Galileo, si ce n'est briser quelques idées reçues. Galileo, je pense que tout le monde en a parlé, c'est le nouveau système européen de géolocalisation et de navigation par satellite. On entend beaucoup parler des deux principales motivations. Enfin, la principale motivation de l'Europe, c'est d'avoir on va dire une souveraineté par rapport au système de géolocalisation. On entend aussi beaucoup parler d'une meilleure précision, d'une grande précision de géolocalisation, mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, au-delà évidemment de la souveraineté, en termes de fonctionnalité, c'est de se placer du point de vue de l'utilisateur. Quand vous avez un service sur smartphone qui vous indique à quel endroit vous êtes et qu'on vous dit que c'est précis à 10 cm près, bah, la première question que vous allez vous poser par rapport aux usages, c'est oui, c'est précis à 10 ou 30 cm près, mais dans combien de cas sur 100? C'est-à-dire avec quel niveau de confiance? Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous êtes en voiture et vous lisez votre carte GPS, des fois, il arrive que vous vous retrouviez, on vous indique que vous êtes dans le champ d'à côté. Ça, c'est pas très grave quand vous êtes sur la route. Vous avez un esprit critique, vous savez que vous êtes toujours sur la route. Par contre, quand il s'agit d'un avion ou de guider un aveugle dans un espace urbain, ça peut être plus embêtant. Donc, si on se place du point de vue de l'utilisateur, vous avez plusieurs, on va dire, contraintes ou risques auxquels vous pouvez être confronté. Vous pouvez ne plus avoir de signal. Bon, ça peut être dû à des causes naturelles, mais ça peut être dû aussi à un hacker qui va vous faire ce qu'on appelle du déni de service et qui va brouiller le signal. Hop là, pardon. J'ai fait une fausse manip. Hop là. Donc, Galileo sera beaucoup plus robuste par rapport à cette question de déni de service. Vous pouvez avoir une perte de précision liée à votre environnement, en particulier en environnement urbain. Vous avez des multiréflexions sur les bâtiments et vous avez une perte de précision. Ça aussi, ça peut être un problème. Galileo devrait aussi solutionner, au moins en grande partie, ce problème-là. Vous pouvez être aussi confronté à quelqu'un, un terroriste ou quelqu'un de mal intentionné, qui vous donne une fausse position. Il vous fait croire que vous êtes à un endroit alors que vous êtes à un autre. Encore une fois, ça dépend des usages. Si c'est pour un jeu sur Internet, ce n'est pas très grave. Si c'est, encore une fois, pour guider votre avion léger ou vous guider alors que vous êtes aveugle dans un milieu urbain, ça peut être aussi beaucoup plus embêtant. Donc tout ça, ce sont des apports de Galileo qui sont majeurs. Si on se place maintenant du point de vue d'une tierce personne, et que le danger vient de l'utilisateur lui-même, c'est-à-dire que vous avez envie, pour une raison X ou Y, de faire croire que vous êtes à un endroit donné alors que vous êtes à un autre. Je prends l'exemple d'un constat d'assurance. De plus en plus, vous allez voir apparaître des applications qui vous permettent de vous géolocaliser, et de timestamper, c'est-à-dire d'eurodater un événement, comme un accident de voiture, et de l'envoyer à votre assurance. Vous avez peut-être envie de faire croire que cet accident a eu lieu à un autre endroit. Donc, Galileo va aussi permettre d'apporter une authenticité à l'information que vous allez délivrer à un tiers, c'est-à-dire on va dire d'avoir un certificat de la localisation, de la date et du dispositif qui a donné cette information-là. Ça, c'est extrêmement important en termes d'usage parce que dans de nombreux cas, on a besoin de certifier sa position. Donc ça, je ne vais pas, c'est un petit peu le résumé, ce que je viens de vous dire des autres planches. Les derniers points sur lesquels je voulais insister, c'est
Donc, techniquement, Galileo sera doté de deux fréquences. Donc ça va permettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'apporter une meilleure robustesse en milieu urbain et une meilleure robustesse par rapport à ce qui est le déni de service ou le côté je vous envoie une mauvaise position. Le deuxième point technique extrêmement important, c'est que à partir du moment où vous ouvrez votre dispositif et vous avez une position, ce temps-là va être divisé par 10. Alors, ce qui permet d'avoir une information de géolocalisation beaucoup plus rapidement, ce qui est important, mais surtout, ça va permettre d'augmenter l'autonomie des dispositifs de géolocalisation, par exemple les tags que vous pouvez mettre sur votre valise pour pouvoir la suivre. Pourquoi? Parce que le temps que votre dispositif met à chercher les satellites, etc., eh bien, c'est de l'énergie qui est consommée. Donc ça, c'est aussi important en termes d'usage. Un autre usage qui est très peu, sur lequel on communique très peu, c'est le fait que les systèmes GNSS en général et Galileo en particulier vont permettre d'avoir une référence de temps universelle et précise à la nanoseconde près. Donc, où que vous soyez sur la planète, vous pouvez avoir la même référence de temps et pouvoir synchroniser des choses comme les signaux télécoms ou d'autres applications comme les opérations, la synchronisation des opérations bancaires qui requièrent une référence de temps absolue. Voilà, sur les télécommunications, je ne vais pas m'étendre parce que je crois que j'ai dépassé largement le temps imparti. Je veux juste rappeler que par rapport au nouveau contexte qu'a défini Philippe tout à l'heure, il y a de nouveaux usages en termes de télécommunications qui vont bien au-delà de ce qu'on avait l'habitude jusqu'à maintenant, qui était recevoir la télé par satellite ou faire des télécommunications longue distance transatlantiques ou des services d'urgence. Ça, c'était les services un peu classiques. Maintenant, on commence à voir apparaître ce qu'on appelle des solutions pour l'Internet des objets ou pour amener de l'Internet partout sur la planète à très haut débit et donc démocratiser l'usage du numérique dans les pays émergents. Donc ça, c'est un point important qui est très lié au New Space. Et pour finir sur les télécommunications, je voulais briser une idée reçue. On dit souvent l'Internet par satellite, c'est cher, c'est compliqué et c'est pas pour tout le monde. C'était vrai fut un temps, ce ne l'est plus maintenant, puisque maintenant, vous pouvez avoir un abonnement Internet par satellite pour le prix d'une connexion par la fibre ou par la DSL. Et puis, l'autre idée reçue, c'est que pour avoir accès à Internet, à des services Internet globaux, il faut un téléphone satellite. C'est très compliqué. Il faut un terminal spécifique. Il faut tout réinstaller. Enfin, voilà, il faut des choses un peu dédiées. Aujourd'hui, vous avez des dispositifs qui vous permettent de plugger votre smartphone dedans. Il n'y a qu'une liaison Bluetooth. C'est de transformer votre satellite 4G, 5G en un téléphone satellite avec un simple abonnement à Iridium ou à Globalstar ou à d'autres fournisseurs de services. Voilà, je suis désolé, je crois que j'ai un peu débordé. Mais en fait, tout le monde déborde depuis qu'on a démarré, donc bon, on ne va pas te jeter la pierre, Loïc. C'est pas une raison. Merci beaucoup, en tout cas, c'était très intéressant. Donc, je vais reprendre la main en attendant, voir s'il y a quelques petites questions qui arrivent le temps qu'on fasse le transfert. Hop. Mince, pourquoi je vois plus. Alors, je ne sais plus comment on te rend la main. Non, c'est bon, je l'ai récupéré toute seule, je pense. Hop. J'essaie juste de trouver. Je ne peux plus partager mon écran là. Ah, parce que je pense que je n'ai pas récupéré la main en fait. Attendez, excusez-moi, maintenant c'est moi qui ai des petits problèmes techniques. Voilà. Parfait. Bon, je pense que tu as été très très clair aussi, vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir de questions qui arrivent.
Donc, on va pouvoir enchaîner sur la suite des présentations. De toute façon, je sais que Loïc reste toujours très disponible si jamais il y a des questions qui arrivent a posteriori. Donc, vous n'hésitez pas à me contacter. Alexia, au moins, on pourra faire remonter. Merci beaucoup, Loïc. Ça permet de bien compléter la présentation de Philippe et ça montre tout l'étendue des possibilités qu'il y a dans le secteur spatial. Il y a de quoi faire, il y a de quoi innover et il y a de quoi créer des entreprises et ensuite être éligible à l'ESABIC. D'ailleurs, je profite juste pour dire un petit mot là en transition avant de laisser la main à Jean-Marc. C'est qu'il y a actuellement en fait 2 concours qui sont portés par le CNES et opérés par les ABIC Nord et les ABIC Sud-France sur les Copernicus Master et les Galileo Master. Donc, on en dira un petit mot cet après-midi, mais au cas où il y a des personnes qui ne reviennent pas cet après-midi. Ces 2 concours, vous pouvez les trouver si vous tapez sur Google Copernicus Master ou Galileo Master. Il y a 2 volets. Il y en a pour ceux qui sont déjà un petit peu avancés sur le sujet ou pour ceux qui le sont un petit peu moins et qui voudraient un accompagnement sur ces sujets-là. Sachez qu'il y a ces 2 concours-là qui sont lancés en France, portés par le CNES et que vous pouvez y candidater. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à revenir vers nous. On pourra vous éclaircir sur ces questions-là. Donc, maintenant, du coup, j'enchaîne sur Jean-Marc Charbonnier, qui est sous-directeur adjoint compétitivité et développement au CNES et qui va faire la première intervention sur la partie sur le transfert techno. Ensuite, on aura Nicolas Loué qui interviendra. Donc, il va nous expliquer tout ce que le CNES met à dispo pour les entreprises au niveau transfert techno. Une part très importante pour nous en termes au niveau ESABIC. Donc, Jean-Marc, c'est à toi. Merci Audrey. Alors, vous m'entendez, j'imagine? Oui, c'est bon. Oui. Pour passer mon écran, s'il te plaît. Alors, j'ai mis, comme tu m'as envoyé les diapos, je les ai mis. Si tu veux, je te les passe. Non, je peux les passer, si parce que je les ai peut-être un peu modifiés, si tu veux. Est-ce que vous avez mon écran ou pas, là? Oui, là, je suis sur la première, la toute première. D'accord, ok. Très bien. Merci. Oui, donc bonjour à tous. Je suis Jean-Marc Charbonnier. Je suis à la direction de l'innovation, des applications et de la science que dirige Gilles Rabin, que vous avez eu en introduction. Et je suis dans une sous-direction qui s'appelle Compétitivité et Développement. Et je vais intervenir aujourd'hui à 2 titres. Premier titre ce matin, c'est pour vous présenter quelle est notre logique de valorisation des actifs pays. Alors, derrière actifs pays, ce sont les brevets, les logiciels, les savoir-faire. Et cet après-midi, vous présenter un cadre plus général dans lequel intervient cette activité de valorisation, qui est le programme Connect by CNES, dont je parlerai tout à l'heure. Planche suivante, s'il te plaît. Voilà, donc juste pour rappeler les missions en fait de l'agence spatiale CNES, qui sont articulées autour de 5 domaines d'intervention, les lanceurs, Ariane, la science, la science planétaire, l'exploration, l'observation de la Terre, les télécommunications spatiales, et puis tout ce qui concerne la défense ou qui est dual. Donc, toutes ces technologies faisant intervenir satellites ou lanceurs, donc au sens large, infrastructure spatiale, c'est le nom que je vais utiliser plus tard, sont développées au profit de la recherche, au profit de la science, au profit de la défense et au profit du secteur économique, bien entendu. Planche suivante. Merci. Évidemment, derrière les usages de toutes ces infrastructures spatiales, il y a des usages. Alors, ici, il est écrit de la donnée, mais c'est plus large que ça. C'est la donnée, ce sont les technologies, ce sont les services. Loïc en a parlé tout à l'heure, du GNSS en particulier. Là, on est sur des services qui vont donner lieu à des usages et à des applications derrière. Donc, vous voyez la diversité en fait de ces applications possibles du spatial, et qui la plupart du temps sont totalement transparentes pour l'usager final, mais qui ont besoin effectivement d'accompagnement sur un certain nombre de secteurs, et notamment ce qui est le plus récent en termes de transposition et de transfert vers le grand public, on dira, c'est l'imagerie de la Terre et l'utilisation des images d'observation de la Terre, images au sens large, hein, ça va du visible jusqu'au radar, bien sûr. Planche suivante, s'il te plaît.
Et donc, en fait, on sent bien qu'il y a une nécessité de connecter le système spatial, les infrastructures spatiales, l'économie du secteur spatial avec les autres économies, et en particulier avec tout ce qui sont les usages dont on vient de parler. Et c'est ça que je présenterai cet après-midi, qui est englobé sous le label Connect by CNES et qui sert à faire cette connexion. Et la valorisation des actifs pays du CNES participe effectivement à ce transfert de savoir, de techno, de données, des infrastructures spatiales et de leurs produits vers les usages. Planche suivante, s'il te plaît. Donc pour nous, les objectifs de la valorisation côté CNES, ils tiennent en 3 mots. Soutenir l'innovation et soutenir la compétitivité du secteur industriel, stimuler la croissance économique et partager le savoir-faire du CNES, c'est-à-dire qu'effectivement, avoir des actifs pays renfermés dans un coffre-fort, ça ne sert à rien. Les actifs pays sont intéressants s'ils sont utilisés, et s'ils sont utilisés, effectivement, le fait qu'ils soient protégés permet de les utiliser avec une certaine, avec légitimité, et 2, en se protégeant de recours que pourraient avoir des tiers sur les technologies ou les algorithmes ou les savoir-faire que l'on met en œuvre. Donc vraiment trois axes qui sont très tournés vers l'extérieur, qui s'appuient sur ce que le CNES a pu générer en termes d'actifs pays, mais qui sont tournés vers l'extérieur. Au profit, comme je le disais, des écosystèmes avec ces actifs pays qui sont exploitables. Pour les usages industriels du spatial, bien sûr, puisque la plupart du temps, les actifs pays qui sont générés par les équipes techniques du CNES sont liés au spatial, mais de plus en plus, au travers de notre activité, les usages sont aussi liés aux usages, donc à des écosystèmes qui sont hors spatial. Et puis, derrière ça, il y a aussi la notion de transfert de technologie, c'est-à-dire transférer des technologies utilisées dans le spatial vers d'autres secteurs. On peut prendre un exemple qui est celui de l'imagerie, le traitement de l'image satellitaire. Et effectivement, ce traitement d'image satellitaire, au travers des méthodes utilisées, de la généralisation de ces méthodes et l'automatisation de ces méthodes, on va y trouver des utilisations dans des secteurs totalement différents, et notamment le secteur de la médecine, avec le traitement d'images médicales, sur lesquels on va pouvoir appliquer globalement les mêmes types d'algorithmes. Donc en fait, le transfert de technologie en termes de spin-out, du spatial vers le non spatial, ça fait partie des objectifs de valorisation. De même que dans de ces contacts avec les écosystèmes externes, on peut être amené à internaliser ce qui se fait ailleurs dans d'autres secteurs économiques vers le secteur spatial. Et là, on a quelques exemples où on a découvert des technologies que finalement étaient largement utilisées dans d'autres secteurs, automobiles ou autres. Et on s'est dit, mais effectivement, ça vaudrait le coup de les transférer dans le secteur spatial, notamment pour tirer profit quelque part du volume souvent d'équipements qui sont produits. Si je parlais tout à l'heure du secteur automobile, il est clair que dans le secteur automobile, le volume des équipements produits fait que les prix sont extrêmement bas. On n'est plus du tout sur le même type de série que ce qu'on fait dans le spatial. Et donc, internaliser, s'approprier des technologies et des équipements qui viennent d'autres secteurs d'activité, c'est une bonne façon finalement de rendre plus effectif, plus rapide et moins coûteux le secteur spatial. Et ça va tout à fait dans l'idée du New Space aujourd'hui. Si tu peux passer la planche suivante, s'il te plaît. Et donc, effectivement, comment sont générés, si on se place maintenant en regardant un petit peu à l'intérieur du CNES, et je pense que c'est assez général d'ailleurs, comment sont générés ces actifs pays qui sont mis à disposition? Ils sont générés au travers des projets, des études, de la recherche et développement, ce qu'on appelle aussi le recherche et technologie côté CNES, des idées qui sont émises là-dessus, des productions qui sont réalisées, et puis là derrière, il y a toute une phase que l'on couvre qui est une phase de protection de ces idées. Pourquoi les protéger?
Encore une fois, ce n'est pas pour les mettre dans un coffre-fort, c'est pour avoir la liberté d'exploitation. C'est extrêmement important. Si vous développez un produit sans vous être assuré que la technologie que vous allez utiliser, vous avez les droits de l'exploiter, vous allez investir beaucoup et vous allez être coincé à un moment donné quand il va s'agir de mettre sur le marché votre produit parce que vous serez attaqué pour plagiat d'actifs pays qui existent. C'est la mécanique actuelle, elle est bonne ou elle n'est pas bonne, elle a des avantages, elle a des inconvénients, n'empêche qu'il faut la connaître et se parer par rapport à ces problématiques-là. Donc la protection, ça sert à ça, et ça ne sert pas à renfermer, cadenasser les actifs pays, ça sert à protéger l'exploitation de ces actifs pays dans un deuxième temps. Et la façon dont nous le faisons au CNES, c'est au travers de licences, au travers d'essaimages, avec éventuellement, alors l'essaimage, c'est du spin-off. On va accompagner des salariés du CNES dans leur création d'entreprises à l'extérieur, et souvent, effectivement, ces salariés du CNES sont des candidats à l'ESABIC. Et puis les licences, eh bien, c'est là où on va mettre à disposition, et je vais en parler un peu plus en détail, ces actifs pays. Et donc tout ça, ça s'est réintroduit dans les écosystèmes spatiaux non spatiaux. Et puis effectivement, tout ce qui a été appris est réintroduit dans la mécanique vertueuse de la création d'idées complémentaires qui vont permettre de développer des brevets de perfectionnement si nécessaire. Donc avec l'ensemble de cette production-là, et je vais revenir un petit peu, on est sur à peu près 400 familles de brevets et puis un certain nombre de logiciels et de savoir-faire qui sont disponibles. Planche suivante, s'il te plaît. Donc, les brevets, pour faire un petit zoom sur les typologies de brevets, on les retrouve, vous voyez, dans un certain nombre d'activités avec essentiellement deux grands axes. Un axe télécom-navigation, c'est probablement historique au CNES puisque l'activité télécommunication et navigation était très tournée vers l'industrie et c'est un secteur ultra concurrentiel comme vous le savez probablement, et donc qui amène effectivement, qui est susceptible d'exploiter de l'innovation, et cette innovation doit absolument être protégée. C'est la raison pour laquelle ça représente un grand pourcentage des activités que nous avons en termes de brevets. Et puis l'autre partie, c'est tout ce qu'on a classé sous activité plus système, aussi bien satellite que ballon et que lanceur. Puis après, ça couvre d'autres secteurs comme la biologie, la mécanique, l'énergie, l'optique, beaucoup l'optique, et puis l'optoélectronique et l'électronique en général. Donc c'est assez varié, et par rapport à ce graphe-là, on voit apparaître de plus en plus d'actifs pays qui sont dans des secteurs plutôt liés à l'observation de la Terre au sens large, c'est-à-dire l'exploitation de données et d'images qui sont issues de l'observation de la Terre. Planche suivante, s'il te plaît. Donc effectivement, pour l'accompagnement du CNES dans la valorisation de ces actifs pays, elle est axée sur un processus qui est rapidement décrit ici, avec une interaction avec les entreprises potentiellement utilisatrices qui se fait maintenant beaucoup au travers de Connect by CNES, qui permet justement de toucher des écosystèmes qu'on ne touche pas habituellement, mais qui se fait très largement au travers de nos partenaires, notamment les pôles de compétitivité qui sont en lien direct avec les entreprises de leur secteur d'activité, que ce soit sur l'infrastructure spatiale ou sur les applis spatiales, Connect permettant de toucher éventuellement d'autres secteurs qui ne sont pas dans le périmètre des pôles. Donc, en fonction de l'analyse de la demande, de la mise en relation avec les inventeurs, ça c'est extrêmement important parce que pour ceux qui ont eu le plaisir de lire des brevets qui sont déposés, c'est quand même assez abscon et c'est assez difficile à comprendre même pour un homme de métier. Le langage est très particulier, et donc quelque part, le fait d'avoir accès à l'inventeur, ou en tout cas au service technique qui était celui de l'inventeur,
Ça permet très rapidement de décoder, ça permet de mettre en œuvre, parce que c'est pas forcément facile de mettre en œuvre un brevet juste en lisant le texte. Et donc, c'est un élément important pour s'assurer que le brevet est bien pertinent par rapport à la demande qui est faite par l'entreprise. On va un peu plus loin en général en essayant de comprendre merci. On va un peu plus loin en général en essayant de comprendre le business plan qui est associé à l'exploitation du brevet. Alors, c'est pas pour être inquisiteur sur ce que fait l'entreprise, c'est tout simplement pour avoir un échange et comprendre en fait le type de licence qui s'adapte au modèle de business et à la maturité de l'entreprise dans son sujet. On va pas traiter de la même manière un grand groupe et une start-up qui démarre sur un sujet. Bien évidemment, en termes de conditions de licence, que ce soit l'exclusivité ou non, le domaine d'exploitation, très important de bien identifier le domaine dans lequel on va exploiter l'actif pays, le secteur géographique, le renouvellement, le niveau de redevance, etc., etc. Sachant que pour nous, je vais juste faire un petit point là-dessus, le niveau de redevance, il ne s'agit pas pour nous de nous rembourser, si je peux dire, des frais de R&D ou des frais de maintien et de dépôt des actifs pays. Ça, c'est extrêmement difficile à obtenir. Il s'agit pour nous d'avoir un indicateur pertinent qui est basé en général sur le business qui est permis, qui est réalisé grâce aux actifs pays, un indicateur pertinent qui nous dit que cet actif pays a bien été en mesure de générer du business et donc quelque part de générer de l'emploi. Et donc les pourcentages de redevances par rapport aux ventes réalisées sont extrêmement faibles, mais ils servent d'indicateur et ils permettent effectivement de s'assurer qu'on ne gèle pas des actifs pays en faisant des licences, notamment on en fait assez peu, mais qui peuvent être exclusives locales sur un domaine, etc. On s'assure quand même que ces actifs pays ne sont pas gelés et ne seraient pas en fait, alors qu'ils peuvent être utilisables par d'autres. Donc le fait qu'il y ait des redevances qui sortent, basées sur un chiffre d'affaires, nous indique effectivement que ces actifs pays sont utiles. Et puis pour nous, c'est aussi le signe que c'est pertinent de continuer à protéger, développer et maintenir ces actifs pays, même si c'est coûteux en bilan global. Et puis derrière cette appropriation et derrière ces licences qui sont mises à disposition des entreprises, il y a bien sûr tous les outils complémentaires que le CNES peut offrir et que le CNES peut permettre de s'approprier quelque part, qui sont les outils en support à la R&D. Alors, côté CNES, c'est plutôt R&D démonstrateur sur les technologies plutôt spatiales. Ça peut être Pulsar, qui est en fait le programme ESABAS sur lequel que le CNES abonde et qui permet de développer plutôt des applications à haut niveau TRL ou ARL. Et puis, ça peut être le Space Ticket qui est plutôt dédié, c'est un financement BPI, qui est plutôt dédié au développement effectivement de technologies ou d'applications dans un niveau de TRL ARL intermédiaire. Et donc, en fait, cet accompagnement permet d'avoir effectivement plusieurs niveaux d'accompagnement en fonction du stade de développement. Je crois que c'est la dernière planche. Voilà, et donc en fait les contacts pour accéder à ces actifs pays, c'est à la fois sur le site de l'entreprise CNES dont vous avez l'adresse ici. Au travers du site Connect by CNES, on est en train de restructurer la présentation de ces actifs pays. C'est toujours en cours, donc c'est un peu compliqué à rechercher, mais vous pouvez avoir la formation sur CNES aujourd'hui, sur le site CNES. Et puis un point de contact mail qui est valorisation@cnes.fr qui vous permet de poser vos questions et d'avoir un peu plus d'informations. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Bah, super, merci beaucoup. Encore une fois, c'était très clair. On va voir si on a quelques questions qui arrivent. En attendant, je vais passer.
Alexia, je te laisse prendre la suite en attendant de voir si on a quelques questions. Ah, on ne t'entend pas bien. Ah, je crois que la connexion au nord de la France n'est pas… Vous m'entendez? Ouais. Ah bah oui, avec le micro, c'est mieux en fait. C'est pour ça, c'est ça la problématique. C'est même pas la connexion. Donc merci beaucoup Jean-Marc pour cette présentation sur l'accompagnement du CNES sur toutes les questions de pays pour les entreprises. Donc je pense que ça aura intéressé nos participants. Donc on va maintenant accueillir Nicolas Loué qui est consultant innovation et broker à Inextenso Innovation Croissance, qui va nous parler notamment de tout ce qui est pays plutôt côté ESA et comment ça fonctionne, etc. Donc, je vais laisser la parole et la main à Nicolas. Ah, ça marche. Tu me donnes la main, Alexia, c'est ça? Oui, je te passe… Attends, c'est juste que je me suis perdue dans les… Voilà. Tac. Ok, donc je dois montrer mon écran. Ah oui, si tu veux, sinon je Ouais, mets les… passe les slides. Je dirais que c'est dans un de mes dossiers, je ne sais pas où. Ok, J'ai ça vu que tu marche. l'avais mis en ligne. Je Pardon. me désigne comme présentateur. Alors, je l'ai là. Tac. Ok, super. Écoutez, bonjour à tous. Merci Alexia, Aurélie pour l'invitation. Donc, très rapidement, vous allez voir, cette petite présentation est assez complémentaire à la précédente dans la mesure où voilà, je vais présenter un programme qui est complémentaire et qui a été implémenté au sein de l'ESA il y a quelques années. Donc peut-être avant de commencer, de parler un peu du programme ESA, quelques concepts théoriques sur le technologie transfert, donc sur le slide suivant. Donc, ouais, le tech transfert, entre guillemets, peut être assez abstrait, un concept assez abstrait pour ceux qui ne connaissent pas, mais typiquement, sur le slide suivant, je ne sais pas si tu arrives à défiler, voilà, le transfert de technologie, en fait, ça désigne toute action qui vise en fait à créer de la valeur à partir de développements existants. Donc, c'est le slide normalement suivant. Voilà, tout simple. Typiquement, c'est profiter en fait de développements existants dans un secteur ou par des laboratoires de recherche pour créer une valeur supplémentaire sans forcément avoir les compétences techniques en interne pour raccourcir ces temps et ces cycles de développement. Donc, c'est une manière un petit peu d'innover qui n'est pas forcément connue, qui peut être plus ou moins pratiquée, mais qui existe. Et c'est pour ça aussi que c'était intéressant d'en parler aujourd'hui. Donc, sur le slide suivant, on précise les finalement les différentes manières de faire du technologie transfert. Pour nous, du moins nous au sein du cabinet IEIC, notre vision du technologie transfert, c'est vraiment plus large que ce qu'on appelle le licensing de brevets et de propriété intellectuelle. Dans la mesure où une technologie, ça peut être effectivement des assets tangibles comme du hardware, des procédés, des softwares, ou tout simplement du savoir-faire un petit peu non brevetable, ou finalement des procédés ou des méthodologies qui sont un petit peu moins tangibles, entre guillemets. Et puis, on a les assets intangibles comme les copyrights, les designs, les patents, où là, la notion de licensing est plus simple à appréhender. Mais souvent, le technology transfert, en fait, c'est principalement de la collaboration autour d'un package technologique et de savoir-faire qui peut se traduire par voilà, des accords de licence, donc droit d'autorisation d'un brevet en échange d'upfront et éventuellement de royalties sur les ventes. Mais c'est aussi des contrats de collaboration, c'est des créations de spin-off, c'est, je sais pas moi, de l'acquisition d'entreprises, des joint ventures, des co-développements. Donc, ça, c'était important de le dire, c'est que en termes de technologie transfert, on peut le faire selon plusieurs manières.
Après, effectivement, les définitions peuvent varier d'une organisation à l'autre ou d'un pays à l'autre. Mais en tout cas, c'est important de s'ouvrir un petit peu sur cette définition pour augmenter finalement les connexions entre la recherche publique et l'industrie, ou par exemple entre le spatial et d'autres domaines applicatifs. Sur le slide suivant, donc j'ai essayé de détailler un petit peu pourquoi c'est, on va dire, unexpected opportunities et on va dire un accord win-win. Alors à gauche, on est dans les deux cas du technology provider, donc celui qui offre une technologie, qu'on soit une organisation de recherche, où finalement c'est pas notre métier de mettre une technologie sur le marché, ou pas de compétences marketing, commerciales, industrialisation. Voilà, nous, notre objectif, c'est de faire avancer la science en tant qu'organisation de recherche, mais on a besoin de partenaires pour orienter nos recherches et aussi pour acheter ces technologies, pour les mettre sur le marché et gagner en compétitivité sur les marchés des entreprises. De l'autre côté, on peut être une société existante en tant que technology providers, où là, typiquement, bah voilà, on a développé un savoir-faire et une technologie pour un marché très spécifique. Et ben voilà, on n'explore pas les opportunités de business complémentaires sur la base de ce savoir-faire. Et donc, il y a des opportunités qui existent pour capitaliser sur de la R&D existante, pour aller adapter avec plus ou moins d'efforts le savoir-faire ou la technologie pour pénétrer de nouveaux marchés, ou complètement céder la technologie ou une licence à des entreprises qui sont spécialisées sur d'autres marchés qui peuvent le faire. Donc ça, c'est un petit peu le win pour les offreurs de technologie. Et le win pour les receveurs, c'est effectivement que ben voilà, il y a des objectifs de time to market élevés, il y a des objectifs et des enjeux de compétitivité et de différenciation technique et de services qui sont de plus en plus importants. Et donc, cette approche en fait de collaboration R&D ou de transfert de techno est une manière pour la start-up, la société qui veut innover, ben voilà, d'aller plus vite, d'aller accéder à de l'expertise externe difficilement accessible en interne, et ben de créer un différenciant sur les produits et les services dans la roadmap R&D de la société. Donc, voilà un petit peu pour ce slide. Et sur le slide suivant, donc alors là, on a pris un modèle qu'on aime bien, sorti par nos collègues de Verart, qui ben voilà, pilote le programme de transfert de technologie, ou du moins pilotait pour le compte de l'ESA, où là, en fait, on se rend compte que, en fait, dans une démarche de tech transfert, on se rend compte qu'on a un petit peu toutes les actions classiques de l'innovation, c'est-à-dire, bah voilà, selon la demande et selon le niveau de maturité technologique, donc niveau maturité TRL en bas et la demande en haut, et ben finalement, on a plein de types d'actions qui conduisent ou non à du technologie transfert. Et si c'est pas du tech transfert, c'est du partenariat R&D, c'est du lancement de projet, etc. Donc là, on peut voir, si on est plus sur du techno push, on va plus faire de la co-création ou des études de marché. Si on est un petit peu entre les deux, on fait des projets de R&D collaborative, dans la mesure où ni la techno ni la demande sont matures, donc il y a besoin de faire progresser la filière là-dedans. Et si on est sur une grosse demande, mais avec du faible maturité techno, on est plus sur du dégrossissage exploratoire de briques technologiques et de tendances technologiques par rapport à un besoin, pour essayer justement d'enrichir la roadmap R&D. Donc, derrière cette notion de tech transfert, il y a tout un tas d'activités de recherche, de marketing, de financement et de collaboration qui sont possibles, et qui sont aussi les pistes à avoir en tête quand on parle de transfert de technologie spatiale. Alors maintenant, sur le slide suivant, on va ouvrir un petit peu plus donc le sujet ESA, donc en complément de la présentation précédente. Donc l'ESA a créé il y a une vingtaine d'années un réseau de brokers dédié au transfert de technologies spatiales, avec pour objectif un petit peu similaire de faciliter en fait l'utilisation de technologies et de solutions spatiales dans d'autres domaines applicatifs, que ça soit pour des entrepreneurs, pour des sociétés existantes. Et donc, comme il y a cette problématique en fait de plusieurs mondes qui ne communiquaient pas forcément entre eux, ce réseau de brokers a été créé pour faciliter un petit peu ces mises en relation, ces promotions de technologie. Ce qu'on voit sur le slide suivant normalement.
Voilà, donc typiquement, un broker, son objectif était vraiment d'identifier les technologies spatiales au niveau européen et en faire la promotion, mais aussi, comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure, rencontrer un peu partout en Europe pour collecter des besoins R&D et essayer de finalement les aider à innover et à répondre à leurs challenges techniques avec des solutions spatiales. Donc voilà, une piste parmi tant d'autres pour eux en tant que stratégie d'open innovation et de R&D, mais aussi pour nous une manière d'augmenter la visibilité de l'expertise technique qui est réelle dans ce domaine du spatial. Donc sur le slide suivant, on illustre un petit peu finalement les technologies et savoir-faire qui sont valorisés un petit peu dans le cadre de ce programme. Aujourd'hui, alors on l'a pas dit, mais l'ESA, c'est environ 16 brokers dans certains pays. Bon, il y a quelques évolutions au niveau des directorates au sein de l'ESA qui est en cours, mais globalement, voilà, c'est un réseau européen qui est assez intéressant dans la mesure où ça permet d'avoir une visibilité aussi européenne des technologies spatiales qui sont collectées. Donc, on a aussi bien des brevets ESA, donc c'est-à-dire vraiment de la propriété intellectuelle des chercheurs ESA qui est valorisée. Et ça, c'est géré en direct par le IP Office de l'ESTEC, donc aux Pays-Bas. Et finalement, il y a aussi des complémentarités avec des technologies de laboratoire, de SME, de grands comptes, de start-up ou même des incubés des ESABIC. Voilà, pour augmenter un peu ces synergies et ces collaborations space avec le non-space. Sur le slide suivant de mémoire, j'ai mis quelques exemples. Alors deux que je reprends assez souvent juste pour illustrer les bénéfices ou des exemples d'utilisation. Donc à gauche, ça a été un cas en fait où en fait ils avaient une problématique de micro-vibrations sur les opérations de microchirurgie de l'œil. Même un micro-décalage de quelques millimètres ou micromillimètres pouvait être assez impactant pour l'efficacité de la chirurgie. Et ils ont cherché des solutions pour réduire ces micro-vibrations et ils ont travaillé avec les acteurs qui avaient développé les équipements de test pour un des satellites télescopes. Et donc, finalement, cette collaboration a permis de faire des systèmes de contre-vibration et d'éliminer toutes les problématiques de décalage lors de la chirurgie de l'œil. Ça, c'était aux Pays-Bas. Et l'autre à droite, c'est une vieille success story, mais qui est quand même assez sympa. C'était un matériau spécifique qui avait été développé pour faire un système de tractage d'un système en orbite, donc de quelques millimètres de diamètre, mais de plusieurs kilomètres de long. Et en fait, cette molécule a été adaptée, synthétisée pour répondre à une problématique des motards. Les motards qui avaient besoin en fait d'une solution confortable, mais capable de résister à l'abrasion en cas de chute. Donc, ils ont créé des jeans ultra résistants à l'abrasion et puis souples. Voilà, à partir de ce matériau synthétique développé à l'origine pour des ultra hautes performances dans le spatial. Voilà pour ça. Oui, c'est ça. En parallèle de ça, sur le slide suivant, l'ESA, à côté de ces actions un petit peu de broker, de BIC, voilà, il y a tout un tas d'opportunités de financement. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a aussi, alors lui, il vient juste de terminer mi-mai, mais l'ESA avait ouvert un petit appel à projet pour accompagner des démonstrateurs utilisant des technologies spatiales. Donc voilà, entre 20 et 75 000 euros par projet pour étudier un peu la faisabilité marché et créer un démonstrateur technique d'un projet utilisant une technologie spatiale. Donc voilà, une autre manière d'encourager en fait cette dynamique d'innovation. Et donc, alors ça c'est plus une ouverture, puisque l'ESA nous avait confié ce rôle aussi il y a quelques temps, c'était ESA SME Office, dans la mesure où en fait l'ESA veut encourager les PME et les startups au niveau européen à collaborer avec l'ESA, dans la mesure où c'est on va dire une organisation assez particulière et c'est assez difficile de rentrer dans les appels d'offres. Donc, ils ont mis en place tout un réseau de points de contact pour fluidifier ou du moins répondre aux questions des différents acteurs sur les territoires qui voudraient participer à ces appels d'offres ESA. Donc, sur le slide suivant, je crois que c'est ce que je viens de dire.
Voilà, c'est ça. C'est pour faciliter l'entrée sur les appels d'offres ESA. Sur le slide suivant, je remets vraiment dans les grandes lignes le process, en sachant que ça a changé il n'y a pas longtemps, la plateforme. Donc, c'est plus forcément à jour, mais voilà, il y a tout un processus où en fait, il faut d'abord s'inscrire en tant que fournisseur ESA avec quelques documents à remplir, administratifs, financiers, pour avoir ce qu'on appelle des bidder codes qui permettent en fait d'accéder à EMITS, qui apparemment aujourd'hui s'appelle ESA Star Publication, donc qui recense tous les appels d'offres de l'ESA et qui contiennent tous ceux des directorates par pays, par type de pratique de procurement, par type de TRL, etc. Donc, si jamais ça vous intéresse, il faut d'abord s'inscrire en tant que fournisseur ESA Star pour pouvoir voir les appels d'offres. Et après, bah voilà, vous accédez au cahier des charges. Et après, l'ESA a maintenant dématérialisé son processus d'appel d'offres et de dépôt des propositions. Donc, on peut tout faire sur ESA Star Tendering, dépôt en ligne, ce qui est quand même assez pratique. Mais bon, voilà, ça on a pu faire des webinaires ensemble les derniers mois sur ce sujet dédié. Donc, ça mériterait un webinaire entier. Donc, s'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et le dernier point avant de conclure, donc nous, notre rôle en tant qu'IEIC, parce qu'on n'est pas ESA, ni ESAPIC, ni membre des pôles, donc IEIC, sur le slide suivant, on est avant tout une société qui fait du transfert de technologie depuis plusieurs dizaines d'années, là, depuis les 2005. Et donc, comme vous l'avez pu le voir, le tech transfert adresse de nombreuses problématiques et challenges en termes d'innovation, de financement, de projets collaboratifs, d'études du marché. Et donc, aujourd'hui, on est positionné vraiment sur ces 4 grands axes. Je ne sais pas si tu peux passer au slide suivant, Aurélie. Voilà, donc on a cette vision globale de l'innovation qui nous permet aujourd'hui d'avoir été choisi en tant que broker pour l'ESA, mais aussi encore aujourd'hui pour ITER, via Fusion for Energy ou le réseau Eurofusion. Donc, qui permet en fait d'avoir cette réflexion globale en termes de stratégie d'innovation sur c'est les réflexions stratégiques à la mise en œuvre opérationnelle, à tout ce qui est ingénierie du financement et positionnement marketing et commercial de son projet. Donc voilà, c'est cette vision un peu globale. Et je pense que Alexia ou Aurélie en parlera cet après-midi, mais on est en train de finaliser un partenariat avec le réseau ESABIC pour offrir quelques heures de mentoring aux incubés sur nos grands domaines d'expertise. Donc, comme je le disais, sur la stratégie de développement, stratégie commerciale, les recherches de financement, voilà, pour intégrer un petit peu de manière plus officielle ce réseau ESABIC en tant que partenaire, même si on travaille ensemble depuis quelques temps. Voilà, c'est tout pour moi. Je pense qu'on est pile dans les temps, du coup, bien rattrapé. Et le transfert techno a été d'une efficacité redoutable. Entre Jean-Marc et toi, vous nous avez remis le timing au carré. C'est clair. Bon, mais merci beaucoup, c'était aussi très, très intéressant. C'est important aussi pour tout le monde de plus savoir ça. Ah, tu as disparu, nous t'avons perdu. Ouais, tu m'entends? Ah oui, c'est bon, on t'entend, tout va plus. Du coup, si on a d'autres questions, des questions qui arrivent ou pas. Dans tous les cas, je pense que y a les rendez-vous aussi B2B en parallèle qui vont pas tarder à commencer. Je pense que du coup, tu fais partie des experts aussi, Nicolas. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent te poser des questions, ils peuvent te trouver sur la plateforme. Alexia, je sais pas si tu veux dire un mot de la fin pour conclure notre session du matin. Déjà, merci beaucoup à tous les intervenants. Je pense que c'était vraiment très intéressant pour tous les participants. Donc après, on a comme vous a dit Aurélie tout à l'heure, et Nicolas, on a une session cet après-midi pour vous expliquer un petit peu en détail les dispositifs d'accompagnement, donc notamment les 2 ESABIC. Il y aura des témoignages d'incubés et d'alumnés des ESABIC. Et ensuite, donc Jean-Marc Charbonnier présentera plus en détail Connect Backness. Donc il a fait un peu de teasing pendant la présentation sur l'API, mais voilà, il en parlera un petit peu plus en détail cet après-midi. Après, on aura la chance d'avoir une présentation des boosters et des pôles et de l'accompagnement qui est donné par ces boosters et par ces pôles, par Séverine Coupé,
du pôle Aztec Paris Région. Donc, si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous connecter cet après-midi. Vous avez dû avoir le lien si vous êtes enregistré. Merci beaucoup encore une fois à tous les participants et tous les intervenants. Et Alors puis, après une session très masculine ce matin, on a plein de filles cet après-midi qui interviennent. On a réservé le girl power pour l'après-midi. Bon, merci à tous en tout cas. Sachez qu'on est à dispo s'il y a besoin. Et donc je pense qu'on va pouvoir conclure parce que je vois pas de questions qui arrivent. Alors attendez, sauf si... Merci beaucoup à tout le monde en tout cas. Il y a une question qui vient d'arriver. Ah oui, qui nous demande si on pourra diffuser les présentations. Donc je pense que oui, en fait, au moins on pourra donner le replay, de l'ensemble des interventions. Donc après les présentations, on verra avec les différents intervenants s'ils sont OK pour les diffuser. Dans tous les cas, vous aurez au moins le replay. Donc voilà, bon, mais on peut conclure. Donc Alexis, on se retrouve cet après-midi pour l'émission de 14h. Et merci à tous les deux. Bon appétit à tous. Bon rendez-vous B2B pour ceux qui en ont. Et merci encore aux intervenants. Merci, au revoir.